Donc vous avez le contact avec ce type qui est ami, qui vous parle, et pendant qu'il vous parle, vous entendez qu'en fait, il est dépecé. Bonsoir Annick. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes rwandaise, survivante du génocide. Toute votre famille a été massacrée et vous vous battez pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé là-bas. Vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle « Nous existons encore » avec une préface d'André Glucksmann. Alors Glucksmann dit dans sa préface « L'idée de l'homme s'est à nouveau fracassée dans les abattoirs du Rwanda. Comment écrire, penser, aimer après Auschwitz? On pourrait dire comment penser, écrire, aimer après le Rwanda, car c'est un génocide comme celui qui a eu lieu au Cambodge ou celui qui a eu lieu en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. » Alors, génocide parce que les Tutsis ont été éliminés pour la simple raison qu'ils étaient Tutsis. Il n'y avait pas d'autre raison. Les Hutus tuent méthodiquement les Tutsis. Vous dites ils éradiquent les cafards, hein, c'est ça? Oui. Ils éradiquent les cafards. C'était d'une part la grande majorité de la population Hutu, encadrée par des militaires et des miliciens qui avaient été formés pour ça, qui avaient creusé des fosses communes pour ça. Et c'était nuit et jour. Et après, ils abattent près des fosses communes parce que c'est plus simple de tuer les gens près des fosses communes. Au début, ils abattent tout simplement pour tous les tuer, comme ils disent. Et à la moitié du génocide, en avril, comme pour ma famille à moi, ma famille a été tuée le 30 avril. Là, ils ne tuaient plus près des fosses, dans des maisons, mais près des fosses communes. Ça se voyait moins, ça donnait moins de travail aussi. Voilà. Alors la communauté internationale le sait et ne fait rien du tout. Vous et votre famille le savez et vous ne partez pas. On pouvait partir. On ne part pas parce qu'on n'avait pas de voiture chez moi. Alors c'est d'une violence incroyable puisque quand les Hutus tuent votre oncle, ils épargnent votre tante pour qu'elle meure de chagrin. C'est quand même... Ouais. On se demande comment des êtres dits humains peuvent se comporter comme ça. Mais ce livre est bouleversant. Il y a des bébés qui sont découpés à la machette, qui sont tués. Il y a des femmes enceintes qui sont éventrées. Pour l'histoire de mon oncle, de ma tante, j'en parle beaucoup dans le livre parce que c'était mes cousines préférées. Ils avaient 8 filles et un garçon. Et il y en a une de leurs filles qui est morte chez nous. Et ils ont tué donc tout. Enfin, ils n'ont pas tué les enfants, ils leur ont coupé les tendons d'Achille. Et ils ont tué l'oncle, ils ont laissé ma tante pour qu'elle meure de faim et une semaine après, ma tante et ses enfants ont été brûlés dans une église pas très loin. Ouais. Parce que là aussi, ils tuaient dans des maisons, mais la plupart du temps, ils regroupaient dans des églises, dans des stades, et ils tiraient dans la foule et après, ils achevaient à la machette. Effrayant. C'est effroyable. On est arrivé à une telle barbarie, un tel endoctrinement des gens. On y est arrivé, comme on est un peu arrivé, j'imagine, à faire le génocide des Juifs en Europe dans les années 40. Les Arméniens. Il y a eu beaucoup de propagande, beaucoup de propagande pendant des années, Radio Mille Collines, les journaux. C'est la propagande. On était des cafards depuis toujours. Incroyable ce qui s'est passé avec, y compris les casques bleus de l'ONU. Oui. Ils sont restés complètement impuissants et personne n'a bougé. Ils sont restés impuissants parce qu'on a retiré, la Belgique a retiré, c'était la plus grosse équipe. Et il y a eu 10 casques bleus qui ont été tués dès les premiers jours avec le Premier ministre. Et ils ont retiré, la Belgique a décidé de retirer ces hommes. Et il ne restait plus que 500 et quelques hommes de l'ONU. Ouais. Mais pour cela, moi, je ne dis rien parce qu'ils ont quand même essayé de faire ce qu'ils ont pu avec le peu de moyens qu'ils avaient. Par contre, s'ils avaient vraiment voulu arrêter le génocide, c'était vraiment très très simple parce qu'il fallait ne serait-ce que monopoliser la radio des Mille Collines ou interdire le gouvernement intérimaire. Enfin, il y avait le moyen d'arrêter. Ouais. Moi, je ne pensais pas, quand je suis arrivée en France, c'est la première fois où j'ai vu les images du génocide. Je n'aurais jamais cru que la terre entière était au courant à ce point-là. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a eu des complicités de pouvoirs occidentaux quand il y a eu l'assassinat du président de la République avec les roquettes. Tout ça est en train de sortir, puisque un de ceux qui a dénoncé cette affaire a témoigné la semaine passée devant le tribunal pénal d'Arusha qui traite du génocide du Rwanda.
Donc ce sont des choses qu'il va falloir dénoncer. Les falloir États-Unis ont un rôle, la France a un rôle, tous les grands pays ont eu un rôle dans cette affaire et ont laissé faire. Et ça, ce qui est absolument inacceptable, parce que tous les génocides se sont passés de la même manière. Et ça, c'est depuis l'Arménie, les Juifs, les Tziganes, les Cambodgiens, les Tutsis, c'est chaque fois le même processus auquel on assiste et où personne ne réagit. Et ce qui est dramatique, c'est que, en même temps, les victimes se retrouvent encore plus victimes parce que personne ne leur dit réagissez, battez-vous, défendez-vous. Et ça, c'est chaque fois le même, c'est le même phénomène. Alors, pour se défendre, c'est très compliqué parce que comment se défendre quand il n'y a pas, les Tutsis n'allaient pas dans l'armée, ils n'étaient pas dans l'administration. On a pu se rendre compte, enfin moi j'ai pu me rendre compte, mais avec du recul, que la population Hutu était préparée. Alors, vous vous retrouvez un jour, donc 5 enfants et une femme, face à des civils armés de machettes, de gourdins cloutés, de robinets arrachés au mur, enfin vraiment une espèce de foule comme ça, éructante. Votre mère a la tête fracassée, elle est terminée à la baïonnette, vous voyez votre mère se faire enfoncer dans la poitrine d'une baïonnette. Les cadavres sont dépouillés de leurs bijoux, les morts et les vivants sont jetés pêle-mêle les uns sur les autres. Enfin, c'est un récit absolument abominable, effectivement. Et là, en ce qui vous concerne, en tous les cas, miracle, le camion s'en va avec tous les cadavres, vous restez là, vous vous rendez compte que le camion est parti, et là, vous faites passer pour une Hutu. Oui, je reconnais à peu près un type que je voyais à une barrière pas très loin de chez moi. Et je lui dis, mais vous me reconnaissez quand même parce que et il voit bien, il croit reconnaître ma tête. Et je raconte que mon père vient du Nord, c'était l'ovation des Hutus extrémistes. Et il dit, oui, je crois que je te connais. Et ils me disent, bon, on va partir vérifier à la commune, ça s'appelle la commune, si tu es bien Hutu ou Tutsi. Donc eux, ils partent, effectivement, ils vont vérifier à la commune, et ils reviennent le lendemain. Et en attendant, j'étais restée chez un collègue de ma mère qui nous avait déjà dénoncé la veille et qui me redonne aux militaires. Et là, c'est encore un coup de... Je sais pas si c'est la chance ou quoi que ce soit, parce que je ne mérite pas plus que d'autres, mais... Enfin, vous restez en vie, mais c'est épouvantable, parce que vous êtes obligé de nettoyer le bureau où votre mère a été massacrée. C'est-à-dire, il y a du sang partout, visqueux, vous êtes obligé de nettoyer, il y a cette odeur de mort, et finalement... Enfin, vous survivez, mais dans des conditions épouvantables. On vous raconte que votre mère a été dépecée par des chiens. Ça, je l'ai su après, oui. Par la femme de ce collègue de ma mère qui, elle, se baladait parce que la vie pour les Hutus, elle continuait normalement. Ils allaient au marché, ils allaient se rendre visite. Et une fois, elle est revenue, elle m'a dit, mais ta mère, elle est en train de se faire manger par des chiens. Je pense qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était que moi, je me mette en danger toute seule. Parce que la deuxième fois, j'ai été sauvée par un militaire. Et ils étaient trop lâches pour me faire tuer eux-mêmes, parce qu'ils avaient peur que le militaire demande des comptes un jour. Et elle, je pense que dans le fond, elle voulait que, quelque part, j'aille voir, ne serait-ce que pour la couvrir ou n'importe quoi. Mais... Il y a une scène qui est... Enfin, on s'arrêtera là. Un jour, c'est Victor qui vous parle à travers une porte. Donc vous avez le contact avec ce type qui est ami, qui vous parle, et pendant qu'il vous parle, vous entendez qu'en fait, il est dépecé. Il est dépecé pendant qu'il lui parle, et à un moment, vous entendez une espèce de cri épouvantable, un hurlement de la mort, et vous comprenez que ce Victor est en train d'être dépecé de l'autre côté. Oui, en fait, Victor est venu se cacher dans l'école, il n'est pas venu dans notre famille pour ne pas nous mettre en danger. Et 3 jours après la mort de ma mère, il vient demander de l'aide à son collègue parce que lui aussi travaillait à l'école. Et le mec chez qui j'étais, il est passé derrière la maison pour appeler les veilleurs de nuit qui sont venus tuer Victor. Là encore, le couple de collègues de ma mère, ils m'ont sorti à côté de ceux qui tuaient Victor. Je pense pour que aussi là je me fasse tuer, mais je ne me suis pas fait tuer. Ça a duré pas une éternité, mais ça a duré longtemps. Et après, il s'est mis à hurler, ils l'ont enterré, pas totalement mort encore. Il est mort dans la matinée. Donc c'est un livre qu'il faut lire, parce qu'effectivement, sur la barbarie humaine, c'est pratiquement indépassable. 1 million de victimes en 100 jours. 1 million de victimes en 100 jours. Hein. Sans compter les gens qui sont traumatisés, handicapés, contaminés par le sida lors de viols, évidemment. Et ceux qui meurent encore aujourd'hui, parce que
les rescapés aujourd'hui se font tuer pour ne pas témoigner pendant les procès. Et il y en a encore énormément qui se font encore tuer aujourd'hui. Il n'y a pas une cour internationale qui va juger ces gens? Il y a une cour internationale qui est là depuis la fin du génocide, depuis 1995, qui ferme en 2008, qui a jugé à peu près 60 personnes. Et les derniers chiffres qui ont été donnés par le gouvernement rwandais, c'est un peu plus de 500 000 tueurs, mais tueurs directs. Oui. Ce qui est terrible devant ce tribunal pénal à Arusha, c'est que c'est de ce système anglo-saxon. Tout le monde doit aller faire les preuves, chacun va chercher les preuves de la culpabilité ou de l'innocence des personnes. Donc ça prend un temps absolument invraisemblable. Et les avocats qui sont là commis d'office se retrouvent avec un boulot absolument invraisemblable. C'est un système de fou. Mais malgré tout, c'est quand même un vrai progrès parce que c'est le tribunal pénal international. Mais sur ça, par exemple, dernièrement, il y a le ministre des Transports. Alors, je vous disais que nos familles, quand elles se sont fait tuer, elles étaient transportées par les camions des travaux publics, le ministre des Transports et le préfet d'une ville, Tiangugu, qui ont été libérés pour vice de forme, quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart sont passés à travers les mailles du filet. Alors vous, la chance que vous avez, c'est de survivre, évidemment. Vous arrivez en France, vous êtes hébergé dans la famille d'un pasteur, mais ça ne se passe pas très bien, parce que le pasteur, on ne va pas épiloguer, mais essaye d'abuser de vous. Ensuite, vous êtes dans une famille d'accueil qui est odieuse. Vous vous rendez compte que ces gens-là ne recueillent des réfugiés que pour l'argent, en fait. Mais malgré tout, vous vous battez, vous obtenez la nationalité française, vous passez votre permis de conduire, vous allez à la Sorbonne étudier, et aujourd'hui... J'ai encore énormément de combats à mener pour moi et pour les autres. Alors il y a la justice, on en parlait, il y a beaucoup de génocidaires au Rwanda, mais aussi à l'extérieur. En France, il y en a énormément, il n'y a jamais eu un procès. Il y a une association qui s'appelle le collectif des parties civiles pour le Rwanda qui essaie d'obtenir des procès, ou ne serait-ce qu'un juge permanent pour s'occuper de ces dossiers-là, ça ne marche pas. On vient de créer avec des amis une association pour aider les rescapés, les enfants rescapés du génocide à aller à l'école. Et on monte cette association-là qui s'appelle Études sans frontières, Mission Rwanda, parce qu'il y a aussi une mission Tchétchénie. C'était d'abord une mission Tchétchénie et on a ouvert un pôle pour le Rwanda. Vous avez passé votre vie désormais à lutter pour qu'on n'oublie pas le génocide du Rwanda? Je vais passer une grosse partie de ma vie à lutter pour qu'on n'oublie pas le génocide au Rwanda, parce qu'il reste encore énormément de choses à faire. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.